Dieu dans nos familles, pilier de notre foi. Dieu dans ma famille, nous te prierons toujours d'une seule voix. Viens Seigneur, viens dans nos familles. Éduquons nos enfants dans sa loi. Même vieux, et suivront ses voies. Dirigeons nos maisons. Bienvenue à toutes et à tous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Après les propriétés du mariage, qui sont unité et indissolubilité, et les biens, génération et éducation, qui assument la vocation du couple en sa réalité, la vie commune du couple repose sur des piliers qui en assurent la stabilité et la durabilité. Ils sont propres au couple chrétien et aux non-chrétiens, bien connus mais peu compris, à savoir la communication, le soutien mutuel, la confiance et l'intimité. Sur ce plateau, avec Madame Ariane Haïté, nous avons exploré le premier de ces 4 cités, la communication. Nous abordons avec vous aujourd'hui la confiance avec nos invités que vous voyez sur le plateau. Madame Domingo Antoinette, bienvenue Madame. Merci Père et bienvenue à nous tous. Merci chers téléspectateurs et tout le plaisir est pour moi de me retrouver encore ce soir pour parler de la confiance dans le couple. Alors, et monsieur le coach Fulgence Arwangonou que nous avons aussi invité pour vous. Bienvenue coach. Merci Père. Bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Pour moi, c'est un plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. Alors, la thématique, c'est le couple et la confiance. Chers invités, pour y aller directement, comment définissez-vous la confiance en général et surtout la confiance au sein du couple? Coach Arwangonou, vous avez la parole. Merci à vous. La confiance, d'abord, de façon générale, c'est cette capacité que nous avons de nous fier à une personne, de croire que tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, elle le fait en toute honnêteté. D'abord, on se fie à la personne, mais on croit qu'elle est juste et elle fait tout en toute honnêteté. Mais vous savez que dans le couple, c'est une relation d'exclusivité. Et cette relation d'exclusivité est basée sur la confiance parce qu'on pense, on croit que dans ses faits et gestes, elle répond au principe de la notion d'exclusivité. Elle ne peut pas être juste, elle ne peut être que vraie dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle dit. Donc on a confiance en cette personne-là dans le couple. Oui, madame. Ok, je fais mienne de tout ce que le coach vient de dire et je veux juste ajouter que dans le couple, la confiance, c'est ce sentiment de sécurité affective qui permet au conjoint de s'accepter et dans les faits et gestes d'agir avec transparence et avec un respect mutuel. Et ça se repose sur la conviction qu'à l'autre, on se dit l'autre vient pour nos biens. Et je suis sûre qu'il respectera ses engagements dans les moments de joie ou dans les épreuves. Coach Fulgence, vous avez parlé de relation d'exclusivité. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu mieux? Oui, vous savez, lorsque deux personnes se mettent ensemble dans le couple, de sexe différentes bien évidemment, c'est une relation d'exclusivité parce qu'il y a de ces choses qui sont exclusivement à l'autre. D'autres personnes ne peuvent pas bénéficier de ça. Donc la notion d'exclusivité dans le mariage est due au fait qu'il y a des compartiments de notre vie qui sont exclusivement à notre partenaire. Ce n'est pas dédié à une autre personne. Ce n'est qu'à elle, ce n'est qu'à lui que nous offrons cela dans le mariage. C'est en cela que la notion d'exclusivité intervient pour dire vous êtes exclusivement à un certain niveau de votre vie à l'autre.
sur le plan professionnel, ce n'est pas une relation d'exclusivité. Vous avez appris quelque chose dont vous allez... Mais il y a de ces réalités où c'est exclusivement votre partenaire. Et c'est très important d'attirer l'attention dans le mariage que tout n'est pas pour tout le monde, mais il y a la notion d'exclusivité qu'il faut respecter pour vivre dans la joie dans le couple. Merci beaucoup. Oui, Alors, je veux ajouter quelque chose. Dans la notion d'exclusivité dont le coach parle, il faudrait qu'on sache que c'est dans le temps que tu peux savoir qu'il y a une exclusivité. Sinon, quand tu vas dans la relation, pour toi, l'autre t'appartient. Tu vois, tu te livres à lui. Et c'est cette confiance dans les c'est que c'est dans le temps que ça naît, la confiance. Parce que si on commence tout de suite, je ne peux pas le connaître parce que chacun a sa particularité. Vous voyez, donc, dans cette particularité, pour vivre l'exclusivité, il faut que on fasse d'abord un chemin. ouais. Pour que la confiance puisse naître, pour qu'il puisse savoir que lui et moi, nous sommes dans l'exclusivité. Très bien. Vous avez fait l'un pour l'autre. Oui. Alors monsieur le coach, je vous reviens. Alors, pourquoi on dit souvent que la confiance est cruciale dans le couple? Puisqu'on dit souvent que quand elle manque, tout commence à basculer. Voilà pourquoi on dit qu'elle est cruciale. Parce qu'on fausse cette confiance-là, ça commence à basculer, ça commence à tanguer, ça commence à chuter, ça commence... Pourquoi elle est cruciale? Vous pouvez nous dire quelque chose? On a dit tout à l'heure que la confiance crée une sécurité affective. Oui. Vous convenez avec moi donc que lorsque cette sécurité affective disparaît, parce qu'il n'y a plus la confiance, la capacité de vivre dans la joie avec l'autre commence par diminuer. Parce que l'amour, c'est une émotion de joie. Nous définissons l'amour comme l'émotion de la joie. Et s'il n'y a pas de sécurité affective, c'est que la joie diminue. Et le couple prend un coup. L'autre n'apparaît plus comme étant une personne qui vous apporte la joie, qui vous accompagne dans la joie. Mais elle apparaît comme quelqu'un qui, puisque vous n'avez plus confiance en elle ou en lui, ça effrite la joie. Et quand il n'y a pas la joie, c'est qu'il n'y a plus la connexion. La connexion diminue et progressivement, l'un est déconnecté de l'autre. Même sans le savoir, mais après on constate parce que les crises vont naître. Donc, parce que la confiance crée une sécurité affective. Elle est très importante. Et quand cela n'est plus, c'est que progressivement, il y a déconnexion. Et cette déconnexion crée des crises. Et puis, le couple qui est appelé à vivre dans la joie, à rester dans la joie pour réaliser un certain nombre d'objectifs ensemble, on n'est plus dans un projet de continuer ensemble, mais il y a la déconnexion. La confiance, elle est au cœur. Elle prédispose même à une très bonne qualité de vie de couple. Donc, je comprends que la confiance est cruciale parce qu'elle est nécessaire pour la stabilité que elle nous fonde avons. même. Elle fonde même. Très bien. Alors, Madame Domingo. Moi, je vais juste ajouter à ce que le coach vient de dire. Comme l'amour est la base et le fondement du mariage, la confiance en soi est l'épine dorsale sur laquelle l'amour se fonde. Parce que c'est grâce à lui, l'amour peut vivre dans une dynamique de donner et de recevoir. Et quand elle est bien cultivée et nourrie dans un couple, ça permet d'avoir une communication fluide. Ça soutient un peu, comment on appelle, le vivre ensemble. C'est que pour aller vers l'autre, il n'y a plus de complexe. On l'accepte dans ses faiblesses, dans sa différence. Et ça permet aussi, c'est que quand l'amour est là, il y a une joie de vivre. Il peut aller partout. Je sais que il est mien ou bien elle est mienne. Et ça, je m'abandonne. Et même s'il y a des épreuves, comme on le dit, ça nous permet quand même de dire, bon, tout homme est faillible. Ce n'est pas qu'il est un saint ou bien je suis saint. Parce qu'on vient dans le couple, ce n'est pas parce qu'on est déjà, on maîtrise tout, mais c'est pour s'accommoder et marcher ensemble pour s'aider mutuellement. Donc, dans cette confiance, on est capable d'aider l'autre à pouvoir relever les pans de sa vie qui ont quelques lacunes ou quelques faiblesses. Ok. Alors, nous avons voulu ces explications-là pour les téléspectateurs parce que aujourd'hui, bon, comme toujours, mais aujourd'hui beaucoup plus particulièrement, la confiance
pose problème dans les couples. C'est-à-dire que entre l'homme et la femme, à un certain moment de la vie, bon, cette crise-là commence à arrive. Et puis c'est difficile de colmater les brèches après. C'est pourquoi ça devient un grand défi encore aujourd'hui dans les couples. Alors, Madame Domingo, dans un couple en crise, quels peuvent être les signes que un couple ou bien tel homme et telle femme qui ont décidé de vivre, de mener leur vie commune ensemble, il y a crise, il y a manque de confiance, il n'y a plus de confiance dans ce couple-là. Quels sont les signes qu'on peut... Si nous pouvons parler de signes, d'abord, on constate que quand la confiance commence par ne plus exister dans un couple, il y a d'abord le doute qui s'installe, la peur. Face aux crises, il y a la colère. Il y a, moi j'appelle ça culture du mensonge. Et quand ça commence, on n'a plus envie de se confier à l'autre comme ça se passait avant. On veut garder c'est que sa vie. Il y a le dialogue qui s'estompe dans le couple, mais on vit ensemble en méfiance. Chacun est dans son cocon Chacun protecteur. est dans son coin. Mais si on peut dire que c'est quand déjà tu commences par manquer à quelques responsabilités. Je donne un exemple. Vous êtes convenus dès le départ que, par exemple, les week-ends, 1 sur 2 ou bien 2, en tout cas chaque week-end, que ça serait à vous les deux. Et maintenant, quand toi, dans ton travail, tu commences par avoir des charges, au lieu de te rapprocher de l'autre pour dire, ah voilà, dans mon travail, je commence pas à avoir des charges, et les samedis aussi, bon, ça peut être au lieu de 2, ou bien chaque samedi, ça peut être une seule ce samedi dans le mois. Mais toi, tu restes dans ton côté délibérément, tu commences par ne pas respecter ces petits engagements que tu avais pris au départ. Tu vois, tout de suite, l'autre se met pour dire, mais ou bien c'est ailleurs, ou bien il fait telle chose. Donc, quand tu amènes l'autre à réfléchir à ta place, la confiance commence par disparaître. Et c'est que face à des crises, on n'arrive pas à se contenir. La colère monte. Et on n'arrive pas à gérer les crises. Ouais, donc, les responsabilités aussi posent problème. Parce que si tu n'arrives pas à remplir tes responsabilités en tant qu'homme ou bien femme, l'autre, vous êtes mis ensemble, c'est pour un but. Mais d'abord, est-ce que ce but est fixé dès le départ? Est-ce que vous êtes identifié pour savoir cette relation, ce mariage que nous constituons, c'est pas à nous, mais on doit vivre en tant qu'une vie, en tant que chrétienne, en tant qu'une famille, pour identifier qui nous sommes. Si ces bases ne sont pas bien assises, là, il y a un peu de problème. Coach, qu'est-ce que vous pouvez compléter? Qu'est-ce que vous nous dites là? Vous savez, lorsque la confiance est en berne dans un couple, il faut d'abord comprendre que dans le couple, tout est communication. Chaque geste, chaque fait et geste, l'autre partenaire est appelé à décoder. Et il décode en toute honnêteté parce qu'elle sait que l'autre est vrai dans ce qu'elle fait. Mais quand pour décoder ne répond plus à ce qui est vrai et on veut des suspicions, on commence par douter de l'autre. On doute quand elle vous dit que je suis au boulot, on doute quand elle vous dit je viens de sortir, on doute quand elle vous dit je suis en train de manger, on doute de tout parce qu'on pense qu'elle n'est plus vraie. On pense qu'elle n'est plus vraie. Et vous voyez, qu'est-ce qui crée ça? Il faut comprendre que la culture de la confiance en soi, ça commence depuis la maison, c'est d'abord depuis l'éducation à la maison. Et qui vient dans le couple et qui a une facilité à être vrai, à être sincère. Mais c'est qu'on commence pas à douter de l'autre, les signes, c'est ça. Et ça crée une distance dans le couple. Vous vivez ensemble, mais vous ne restez plus ensemble. Vous vivez sur le même toit, mais vous ne restez plus ensemble dans la tête, dans vos émotions. Chacun a déjà pris une place. Vous vivez ensemble, mais vous ne restez plus ensemble. Et ça se voit dans les jours de tous les jours. On pense qu'elle ment dans tout ce qu'elle fait. Et puis, bonjour les crises. Bonjour les crises. Et on n'arrive plus à se pardonner, n'est-ce pas? Les petits gestes d'attention disparaissent. Ou les petites comédies, les petites taquineries parce qu'on ne vit plus ensemble. Chacun reste dans son coin. On reste ensemble, mais on ne vit plus ensemble. Parce que vivre ensemble
demande une connexion. On est ensemble, mais on est déconnecté. On reste ensemble, mais on ne vit pas ensemble. On ne vit pas ensemble. On ne vit pas ensemble, on reste ensemble. On ne vit pas ensemble. Et rester ensemble jusqu'à... On va décider de ne même plus vivre ensemble parce que ça. On vit ensemble parce que on est là, mais chacun dans son coin. Et la conclusion, c'est qu'un jour, peut-être que quand ça continue, parce qu'on a dit que la confiance fonde une vie de couple. Les crises, et puis, bonjour, ce qu'on ne va pas citer ici, c'est que nous allons peut-être... Ça crée une séparation. À long terme, bien évidemment. À long terme. Oui. Alors quand vous avez... on suppose que vous avez été trahi. Je suppose que vous avez été trahi. Non, ou pas quelqu'un, ou pas votre épouse, ou pas votre... Oui, mais on est trahi tous les jours. Est-ce qu'on peut arriver à reconstruire cette confiance-là qui a été trahie? Comment reconstruire quand, dans un couple, on s'est rendu à l'évidence que la confiance a été brisée? Je ne vous le souhaite pas, mais je suppose que, bon, ça peut arriver, ou c'est arrivé, où vous avez des amis, couple, vous avez des familles que vous visitez, avec qui vous échangez très bien, vous constatez que, bon, la confiance est complètement brisée dans ce couple-là, pardon. Alors, comment est-ce qu'on peut les aider à reconstruire cette confiance-là? Comment ils peuvent y arriver? Oui, c'est d'abord progressivement. Il faut chercher à aller à la base pour voir, au départ, qu'est-ce qui a créé. Nous parlons de bilan de vie de couple. Où il faut chercher à savoir qu'est-ce qui a créé, qu'est-ce qui est à la base. Ça peut être même une mauvaise interprétation qui a généré cette crise-là. Il faut chercher à savoir, faire le bilan pour savoir que est-ce que c'est fait sciemment ou c'est une mauvaise interprétation ou si c'est réel. Mais de toutes les manières, il n'y a que les faits et gestes des uns et des autres qui peuvent rétablir la confiance. Si je ne crois pas en toi, parce que quand tu sois à 17h, tu me dis que tu sois à 19h, il faut que je sois sûr que tu sois à 17h, que je constate ça sur une longue durée pour dire, bon, ok, il y a eu un changement. Il n'y a qu'un changement de comportement sur une très longue durée, vu, manifesté, pour amener l'autre à dire, bon, je me suis peut-être trompé, ou bien c'est peut-être arrivé, ça peut arriver à tout le monde, nous sommes humains. Mais tant qu'il n'y a pas un changement de comportement, qu'il n'y a pas de faits qui rétablissent dans la durée cette confiance en soi, c'est que cela ne peut pas être rétabli. Donc il n'y a que les faits des gestes de tous les jours que ce couple-là pourra encore se remettre ensemble, c'est-à-dire peut encore avoir confiance l'un à l'autre, que par des faits et gestes de tous les jours qui rétablissent vraiment l'honnêteté, la confiance, la sécurité affective, comme l'a dit madame. Ça va revenir dans le couple. Mais est-ce que vous pensez que quand entre un homme et une femme, on s'est entendu de réaliser un projet et qu'on suppose que c'est la femme qui a donné de son économie, de son gain, qu'il a remis à son époux et puis bon, qu'il a été dilapidé. Oui, il n'a plus réalisé le projet qu'ils ont conçu à deux et qu'il a fait une fois, deux fois ou trois fois. Comment est-ce que... Et cette femme-là qui prend la résolution de ne plus jamais lui faire confiance en matière d'économie, en matière d'argent. Comment est-ce que... Vous croyez que c'est facile de regagner la confiance? Vous avez bien dit que ça s'est répété. Moi, je prends le cas avant où ça s'est passé une fois. Mais quand ça se répète dans la durée, ça pose un problème sur la qualité même de celui qu'on a en face de soi, sur l'homme, l'individu, homme, grand âge, quoi. Voilà. Sur sa qualité, sur son éducation. Ou la méconnaissance qu'on a peut-être de son partenaire, parce que parfois on ne se marie pas, mais on ne se connaît pas. C'est vrai, on ne peut jamais tout se connaître totalement, mais on a une idée de l'autre. Mais si ça se répète, c'est qu'au départ, il y a quelque chose qui s'est passé. On n'a pas pris le temps de se connaître, d'avoir au moins une idée juste de l'autre. Parce qu'on ne peut jamais finir de se connaître globalement. Mais on peut se dire, mon partenaire, ce n'est pas évident, pas face à ça, voilà. Mais si ça se répète, c'est qu'au départ, il y a eu un problème. Il n'y a pas eu un temps où on a appris à se connaître. On est rentré dans le mariage, excusez-moi, on est tombé dans le mariage. On n'a pas préparé notre vie de couple. Et ça peut produire ça. C'est pourquoi il y a toujours un temps de préparation, il y a un temps à se faire connaître et à analyser les faits et gestes, la connaissance qu'on a de l'autre pour savoir si on peut cheminer ensemble. Parce qu'on est tous différents, mais on doit se compléter, se compenser, se soumettre
C'est les 3 principes pour vivre ensemble dans le couple. Donc, si ça se répète, c'est qu'au départ, il y a eu quelque chose qui s'est passé. On n'a pas pris le temps de connaître l'autre, d'appréhender l'autre dans ses faits et gestes, dans ses traits distinctifs. Parce que nous ne sommes pas les mêmes. Si on n'arrive pas à connaître les traits distinctifs de l'autre, on ne peut pas se comprendre et on aura du mal à s'accepter. Si ça se répète, c'est que ça pose un problème de base. Je ne sais pas que ici, je dirais qu'il faut refaire marche en arrière pour voir là où on est tombé, mais il faut véritablement se poser un problème. Est-ce qu'on peut véritablement vivre ensemble? Est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Parce qu'il y a des gens, moi, on ne me ment pas, on peut tout faire, même pas me mentir, je n'accepte pas le mensonge. Mais vous êtes déjà dans le couple et vous découvrez maintenant, que c'est maintenant que vous découvrez que votre conjoint ou votre conjointe, bon, il ou elle a ce défaut-là. Et voilà que vous devez continuer à vivre. Faut-il couper la relation? Faut-il garder la relation brisée telle? Ou bien, bon, s'il faut apprendre à dépasser cela et évoluer. Vous avez fait sortir un mot, dépasser. Oui. Mais on ne peut pas dépasser si on ne connaît pas suffisamment l'autre. Si je sais que face à des situations, voilà tel mon partenaire est comme ça, ça va me permettre de le comprendre. Parce que comprendre, c'est quoi? C'est accepter tel qu'il est, mais on ne peut pas tout accepter, on ne peut pas épouser quelqu'un qui est menteur, champion en mensonge, mais on peut faire des thérapies pour aider l'autre à dire vrai, à dire la vérité en toutes circonstances, si l'autre sait qu'il sera pardonné. Parce que parfois, pourquoi on ment? On se dit, je mens pour préserver. Mais si l'autre accepte de dire, attention, tu aurais pu me dire la vérité. Si la vérité ne va pas blesser, on va cheminer ensemble. Donc en toute chose, dans le couple, on peut s'accepter. Si on s'arrête, on apprend à se connaître, on dit, ou qu'est-ce qui s'est passé, et chacun se donne, on se projette en attitude pour dire on va continuer encore pour voir. Mais il faut toujours faire un point, il faut faire un bilan, s'asseoir pour discuter et apprendre que la vérité, on doit apprendre à accepter et à dire la vérité dans le couple. Oui, c'est le processus de la reconstruction qui exactement, oui, c'est un processus. C'est un processus pour se reconstruire à nouveau. Voilà, à nouveau. Qui passe par la nécessité de savoir exactement qui est l'autre, qui j'ai en face de moi. Parce que s'il y a des dimensions de l'autre que je ne maîtrise pas, et que ces dimensions sont des valeurs qui fondent moi, ma vie, il se pourrait qu'on ait des difficultés à vivre ensemble. Donc, on doit mettre sur table nos traits caractéristiques dans la mesure du possible. Voilà qui tu es en réalité. Face à ça, tu as peur et tu mens. Désormais, face à ça, ne mens pas parce que je comprendrai que ça peut arriver. Alors, nous n'allons plus mentir. On va continuer ensemble pour essayer, pour voir. Je ne vais plus mentir. On se fait des promesses. On s'engage à nouveau dans le mariage. À nouveau, frère. On se fixe encore de nouveaux objectifs pour nous reconnecter et construire encore des années encore ensemble. Très bien. Madame Domingo, Madame Domingo, ça devient sérieux. Dit, moi, je simplement dit, c'est permettre à l'autre d'abord d'exprimer sa douleur et aussi accepter que l'autre ne peut pas faire exactement ce que toi tu veux. Peut-être que dans le couple, excusez-moi, en tant que chrétienne, je dis, si Dieu me met dans une situation donnée, peut-être qu'il m'a donné soit la force de pouvoir le supporter et régler la situation. Si ça vient, il faut qu'on reconnaisse d'abord que le problème de confiance se pose. Des fois, l'autre dira, bon, j'ai fait erreur, ça arrive, j'ai pas compris, sans savoir la douleur de l'autre. Donc, reconnaissons d'abord que ce problème de confiance, ça pose, et là, on n'est plus libre d'aller l'un vers l'autre dans nos actions. Maintenant, sur la situation, que chacun s'exprime. Et qu'on accepte ce que l'autre dit, même s'il ment. C'est que quand tu lui montres tout le temps que c'est du mensonge, tu ne l'aides pas. Donc, dans la résolution, il faut accepter ce qu'il te dit, d'une manière quand même à faire chemin avec. Parce que ça prend du temps. C'est que ce que je dis, je donne un exemple, pour monter sur l'arbre, il faut prendre du temps. Mais pour quitter le haut de l'arbre, pour descendre, c'est un coup. Donc, si la confiance est au bas point, face à des situations ou à des attitudes ou bien des comportements, vraiment, il est un peu difficile d'y aller. Mais il faut accepter faire le dépassement. Il faut accepter dire, bon, nous allons nous donner encore une autre chance, comme le coach l'a dit. Et là, savoir pardonner. Et quand on pardonne, il faut aussi accepter le pardon.
Parce que tu peux pardonner à la personne et ne pas accepter. Quand tu n'acceptes pas, ça veut dire que même si vous faites chemin, vous construisez même, vous dites c'est sur le mensonge. Là, le mensonge. Donc, il faut apprendre à pardonner et accepter le pardon de l'autre aussi. Et là, tout ça, il faut dire que on n'a pas cette force nous-mêmes de le faire. Il faut quand même demander de l'aide parce que quand ça vient, il faut demander de l'aide, soit psychologique ou bien spirituelle. Et l'aide spirituelle, psychologique, on a plein, on a nos prêtres qui sont là. On a aussi les spécialistes en mariage et famille et aussi, il y a lui le plus vrai que moi j'exhorte toujours, c'est l'Esprit Saint. Parce que il est le seul qui sait celui qu'il a mis, celui que j'ai choisi et il veut que je fasse chemin avec lui. Donc, en lui demandant de m'aider, et comme l'a dit dans la Bible, Jésus dit, je vais partir, je vais vous envoyer l'Esprit Saint, lui seul le Paraclet. Il pourra vous rappeler et aussi vous enseigner. Donc là, au moins, en lui demandant, rappelle-moi encore, qu'est-ce qu'il y a d'humain en lui? Qu'est-ce qu'il y a encore de véridique en lui pour que je puisse rester? Et maintenant, enseigne-moi comment je pourrais encore supporter ses coups et le pardonner. Il est le seul qui peut t'aider à avoir la grâce du pardon donné et de recevoir. Sinon, tu seras bloqué et tu ne vas plus évoluer. Vous allez marcher, mais toi, dans toute chose, tu verras en lui le menteur ou bien celui qui ne veut pas. Vous avez donné un exemple comment cette dame va faire. Moi, la seule chose que je pourrais, si j'étais dans ce cas, c'est d'abord on va reprendre. Ça dépend du programme qu'on a fait, comme l'a dit. Quel est notre bilan de famille? En le faisant, qui est responsable de diriger certains projets? On va s'asseoir maintenant, changer les directives un peu et continuer. Parce que je ne vais pas voir si en lui remettant l'argent, il dépense. Cela seul suffit déjà pour... Et ça va faire mal. Mais je peux voir, bon, lui, Dieu ne lui a pas donné la grâce de faire une bonne gestion. Et puis, je vais commencer ensemble, on le fait. Et il est là, moi, je continue de le faire. Parce que chaque chose, si on peut aller à deux, c'est mieux que en prenant les résolutions, après une perte de confiance en soi, chacun continue à aller seul comme ça se passait avant. C'est le moment de dire, bon, maintenant, nous pouvons un peu faire chemin ensemble dans les prises de décision et dans la planification de tout ce qu'on aura fait ensemble dans le couple. Merci. Alors, Coach Fulgence, alors Saint Paul écrivait dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, le verset 7, l'hymne à l'amour. Il dit, l'amour excuse tout, l'amour pardonne tout, l'amour fait confiance, l'amour supporte tout. Alors, comment est-ce qu'on peut pouvoir adapter cet enseignement de Saint Paul, cet hymne à l'amour dans le mariage, surtout avec notre monde d'aujourd'hui, où nous parlons de confiance, où la confiance devient un défi vraiment crucial dans le couple, pour rétablir la stabilité et la durabilité du couple. On peut schématiser dans une trilogie d'action. Oui, merci. Et apprendre au couple que dans le mariage, il faut d'abord apprendre à comprendre l'autre, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre. C'est de cette compréhension que naît l'acceptation. Quand tu te mets à la place de l'autre, tu as une facilité à accepter aussi, parce que tu vas dire, je peux le faire. Comprendre, accepter et cheminer ensemble. Donc lorsqu'on comprend, lorsqu'on se comprend, c'est qu'on va s'accepter. Et lorsqu'on s'accepte, c'est qu'on entreprend de cheminer ensemble. Donc c'est une trilogie d'action, de commencer par apprendre à comprendre l'autre. Comprendre l'autre par du fait que l'autre est différent de moi. D'accord. Moi, je suis né à gauche, l'autre est né à droite, je suis peut-être de Porto-Novo, l'autre est de Djougou. On n'est pas resté dans le même environnement. Donc on ne peut pas avoir les mêmes réactions. D'où la nécessité de se comprendre. Et lorsqu'on se comprend, on accepte alors que l'autre est différent de nous, qu'il peut y arriver qu'on n'ait pas les mêmes appréhensions des choses, et accepter maintenant, entreprendre de vivre ensemble. Donc il faut cette trilogie de comprendre. Ce n'est pas facile, mais quand on se met à la place de l'autre, on sait que, attention, il peut nous arriver qu'on est humain, et qu'on est tous différents. On n'a pas grandi, on n'a pas connu le même type d'éducation. Donc par rapport à telle chose, on ne peut pas réagir de la même manière. Et c'est ça qui permet qu'on accepte notre partenaire. Nous sommes tous différents, mais on s'accepte et on chemine ensemble. On décide de rester et de vivre ensemble. Moi, je vois ça dans cette trilogie d'action. Et je pense que c'est possible et c'est réalisable.
c'est une culture. Quand on est resté déjà ensemble, à la maison, on a grandi avec frères et sœurs, c'est qu'après, on peut rester dans une relation d'exclusivité, accepter, comprendre l'autre, l'accepter et cheminer ensemble. Mais vous savez que, bon, c'est vrai, il y a Jean-Paul II qui nous disait que... Sans oublier le pardon, bien évidemment. Dans cette trilogie, qui fait un triangle, il y a le pardon qui est au milieu là. Le pardon qui est au milieu. Qui est équidistant de tout, qui est au milieu. Il y a le pardon. On n'en a pas parlé, mais il y a le pardon qui est au milieu. Comprendre qu'il faut pardonner l'autre. C'est parce qu'on a compris, on accepte que le pardon, ça crée le pardon. Il y a le pardon qui est au milieu du triangle. Là, et de ce triangle équilatéral, on fait un peu de mathématiques. Le pardon qui est très important, qui est une bonne thérapie, bonne thérapie aussi dans le couple, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à pardonner facilement. Ah oui, ah oui. Il y a, je m'excuse, des hommes et des femmes en couple qui n'arrivent pas facilement à pardonner à leur époux, à pardonner à leur épouse. Alors que la première personne digne de confiance dans toutes les relations que vous avez l'un et l'autre, c'est votre époux, c'est votre épouse qui est en face de vous, qui vit avec vous. C'est pourquoi on parle de relation d'exclusivité. Pourquoi vous parlez on parle de relation d'exclusivité. Et nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Bon, dans la confiance, il faut aussi pouvoir se dire, ça peut arriver. Ça peut arriver sans que l'autre ait l'intention de vous frustrer, de vous blesser. Sans qu'il ait l'intention de vous blesser, de vous rendre triste. Bon, il y en a... C'est difficile quand nous écoutons certains couples. Bon, on trouve que le pardon, vraiment, entre couples, c'est pas facile. C'est pas facile. Et quand c'est comme ça, vous qui êtes coach, je ne sais pas s'il y a des couples qui se réfèrent à vous pour la résolution de certains de leurs sujets. Comment est-ce que vous les prenez? Le pardon n'est pas facile, mais il faut se dire que c'est réalisable. À partir du moment où on a pris la décision de vivre ensemble, à partir du moment où on a des enfants ensemble, qu'on doit éduquer pour le bien de la communauté, nous devons tout faire pour sursoir au moi. C'est moi, coach, c'est moi, Fulgence, c'est moi, ceci, pour se dire qu'on est, dans une certaine mesure, on est vulnérable. Et là, on comprend que le pardon est nécessaire, que le pardon est indispensable. C'est ce moi de je suis ceci, cela, qu'on voit, qu'on oublie, qu'on est de simples êtres humains et que on doit se pardonner. Donc ça dépend de comment chacun se définit. Nous ne devons pas nous définir en hauteur, mais nous devons nous définir comme des hommes sur terre, et qu'on n'est pas éternel et qu'un jour on doit partir. Vous savez, la définition que chacun se donne, qu'on donne à soi-même, c'est ça qui nous arrive à définir tout ce qui nous entoure. Comment je me définis dans un couple? Comment je me définis en tant que papa, en tant que ceci, cela? C'est cette définition qui doit nous dire qu'il faut être humble. Qu'on n'a rien et qu'on n'a qu'à servir les autres, même dans le couple. Donc, nous devons nous définir en étant humble, en étant humain, et non nous définir dans tout ce qu'on possède, dans toute l'intelligence que nous avons. Non, il faut nous définir simplement. Et je pense que le pardon arrive. Ok, merci bien. Alors, quelles sont les attitudes concrètes entre le couple qu'il peut développer pour asseoir davantage cette confiance-là dont nous parlons en leur sein? C'est vivre vrai, être vrai et rassurer l'autre. Vous savez, je donne un exemple simple. Je suis à telle heure, mon heure a changé. Il faut simplement appeler pour dire, j'ai un changement, je ne vais plus. Parce que peut-être mon époux viendra me chercher. J'appelle pour dire, je vais sortir un peu plus tard. Donc ne viens pas tôt. Je nous connais, nous hommes. On peut venir tôt pour voir si elle est toujours dans la boîte. Et si tu dis vrai, c'est qu'il va voir que tu sors de la boîte. Donc il faut rassurer l'autre dans tout ce que nous faisons. Rassurer notre partenaire. Quand le partenaire est rassuré, la confiance naît et continue, comme l'eau qui coule. Rassurer à chaque instant. Rassurer à chaque instant. Rassurer. Et la confiance naît, ça naît naturellement. Mais quand l'autre n'est pas rassuré dans vos faits et gestes,
il commence par douter. Il faut rassurer. Je viens de prendre un appel. Ah, c'est mon oncle, ça ne va pas te tuer. Mais il y en a qui vont dire, bon, je n'ai pas besoin. Non, c'est ton époux. Tu peux dire, ça ne tue rien en toi, de dire que bon, c'est mon patron. Tu peux ne pas dire. Mais en le disant, l'autre oublie. La prochaine fois, quand tu prends l'appel, tu t'as déjà oublié. Mais quand tu ne dis rien et que tu vas derrière pour prendre l'appel, il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, rassurez. On n'est pas éternel. Merci. Madame Domingo. Bon, moi je dirais qu'il faut agir dans la transparence et respecter aussi ses engagements. Quand je dis vous l'aviez évoqué tout à l'heure. Oui, quand je parle d'engagement, c'est dans nos faits et gestes. Je suis avec toi. Le jour du mariage, j'ai prêté serment. Nous sommes ensemble dans le bonheur et dans la tristesse ou bien dans les épreuves. Les faits et gestes. La personne est malade, tu ne demandes même pas si ça va mieux. Vous voyez, dans l'engagement, tu es là pour me protéger. Ce qui pousse loin, ce n'est même pas ce qui crée réellement la distance ou bien cette perte de confiance. Ce n'est pas d'abord les crises, c'est d'abord les petits faits et gestes. C'est ça l'engagement. Tu es là parce que j'ai besoin de ta présence. Mais cette présence, tu la monnaies parce que tu veux me nourrir. Et dans le dialogue, quand je me plains ou j'expose ça qui me manque, quand tu dis, si je ne fais pas telle chose, est-ce que tu vas être bien? Est-ce que tu vas manger? À un moment, on ramène le couple, toutes nos vies, par rapport, je dirais, aux responsabilités, aux prises en charge. C'est comme si on vient, on veut s'occuper de l'autre. Ou bien toi-même, tu viens, c'est à lui. Non, tu ne viens pas dans le mariage. Ton bonheur ne dépend pas de l'autre. Mais tu viens et ensemble, vous construisez le bonheur. Donc, ces petits faits et gestes, quand ça frise, je viens à 18 ans, on va manger, ou bien je viens, je vais te chercher, on ira, mais je vais te donner telle chose. Et tu commences par ne pas respecter ses engagements. Ah, il dit, je ne suis plus seul. L'homme fait toujours référence au départ. La femme aussi toujours fait référence au départ. S'il n'y a pas si, mais en son temps, il faisait ça, il faisait. Et on dit, qu'est-ce qui est tombé dedans? Qu'est-ce qui est tombé dedans? Et quand on commence par poser, qu'est-ce qui est tombé dedans? C'est compliqué. Donc, la confiance, c'est qu'il y a en plus cette liberté d'action. Donc, essayons vraiment d'agir avec transparence et programmez des moments pour vous asseoir et analyser chaque fois ce qui se passe. Un temps pour vous-même, un temps pour parler des projets, un temps avec les enfants. Là, ça permet réellement cette vérité dont le coach parlait. Parce que dans la vérité, quand vous êtes face à face, il y a des choses, tu peux vouloir beau cacher, tu ne pourras pas. Parce que dans les mots, tu vas dire, puis en reprenant, il ou elle va t'attaquer et puis tu vas te taire. Donc, dans ces moments de création, de communication, des moments de partage, de soutien, dans ces petits moments. Ça rétablit davantage la confiance. Ça rétablit davantage une communication ouverte. Oui, dans la vérité, et puis tout se passe. Dans le respect. Parce qu'à des moments donnés, on se manque de respect sans savoir qu'on se manque de respect. Et puis, on touche à la susceptibilité de chacun. Comme par exemple dans la prise des décisions, c'est ça? Oui, il y a dans la prise des décisions. Et aussi, à un moment, peut-être ce qui frise réellement, et moi je vais dire, c'est cette façon, quand il y a chaque chose, on part toujours derrière pour dire la dernière fois, un rappel des attitudes de l'autre, non. Est-ce que c'est pour blesser ou bien... Non, ça tu blesses l'autre. Ce rappel-là est bienvenu pour que ça n'arrive pas. Non, bienvenu. Okay, non. Je donne un exemple. Si tu as acheté ton iPad ou bien iPhone et que par méga tu laisses tomber et que quand ça se casse, tu vas te rappeler chaque fois, ah, j'ai pas bien déposé. Mais non, le jour là, tu dis, oh putain, j'aime. Mais quand si c'est l'autre, pas méga en voulant essuyer la table, a fait tomber, il suffit, non, toi tout le temps, tu ne fais que tomber les choses, tu ne fais que, tu vois. Et la personne à des moments donnés ne sait plus ce qu'il va faire. Mais est-ce que ça a à voir avec manque de confiance? Oh là là, mais c'est des choses... Lui là, la personne là n'est plus là pour réellement protéger les choses. Parce que le fait de l'argent qu'il a dépensé pour acheter le iPhone, peut-être après il peut encore dépenser. Donc tout de suite, on rappelle trop à l'autre ses manquements. Ça peut être objet de manque de confiance en l'autre, c'est ça?
je laisse le coach s'il a quelque chose à Non, dire. moi, Ça peut être l'objet de... Parce que tout ce que je fais pour lui, ce n'est jamais. Ok, d'accord. Donc là, c'est comme si je ne suis pas responsable dans le couple. Voilà. Et quand je ne me retrouve pas dans le couple, je vais commencer par me retirer. Quand il va me dire, prends ceci, je vais commencer par dire ce et la peur. Oui. Coach, Madame Domingo a dit que vous pouvez compléter. Oui, il faut pas être en apartheid dans le couple. Il faut ramener l'autre, il faut lui faire confiance. Parce que quand on fait ces gestes-là, c'est pour ramener les choses à son avantage. Oui. C'est comme c'est moi. Mais dans le couple, on est en complémentarité. Ce qui est arrivé, et puis on passe là-dessus. Tu peux faire tomber le portable que tu as acheté comme c'est l'autre qui peut faire tomber. C'est que c'est arrivé que ça tombe. On oublie, on passe à autre chose. Vous savez, c'est ça que nous, au début de chaque année, nous parlons de programme d'action familiale. On fixe des objectifs de vie de couple, des investissements et puis l'objectif des enfants. L'objectif de vie de couple, c'est que chacun demande à l'autre ce qu'il doit cesser de faire pour qu'il y ait la joie. Et on travaille là-dessus, chaque partenaire. Ce qu'il doit chercher, ce qu'il doit cesser de faire pour qu'il y ait la joie. Pour que l'autre soit dans la joie. Tout le temps, tu manques quelqu'un, tu m'injuries. C'est un exemple bien, tu me rappelles en temps où j'étais tel. Ok, pour cette année, tu vas cesser de le faire. Nous allons vivre ensemble. Donc chacun pose à l'autre ce qu'il doit cesser de faire pour créer la joie. Et c'est un programme qu'on met en place. Chaque année, on demande aux gens de le faire. Et on suit ça pour qu'il n'y ait pas de crise en réalité. Pour qu'on puisse vivre dans la joie et dans la confiance. Donc il y a assez de méthodes aujourd'hui pour accompagner les couples à vivre dans la joie. Parce que la joie, c'est l'émotion de l'amour. Alors, chers invités, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Quel conseil donnez-vous à nos téléspectateurs et surtout aux jeunes couples? Moi, je vais commencer par aller, pas dans le couple, mais dans l'éducation de vos conseils chacun. Oui, mes conseils, c'est d'abord dans l'éducation, dans le processus de socialisation de chaque enfant. Parce que la vie de couple ne commence pas dans le couple, ça commence d'abord à la maison. Je voudrais demander d'abord aux parents de commencer par faire confiance à leurs enfants, de croire qu'ils sont vrais. Cela veut dire que chaque enfant va développer le fait qu'on a confiance en lui ou en elle. C'est ça qui fera plus tard que l'enfant aura confiance à son partenaire, délibérément. Mais si un enfant vit dans un environnement où on n'a jamais confiance en lui, ça va devenir un état de manque que l'autre va commencer par chercher plus tard dans son couple. Ayons d'abord confiance à nos enfants, qu'ils développent tout. Et dans le couple, je vais demander aux jeunes couples de développer cette trilogie d'action que j'ai dit tout à l'heure, apprendre à se comprendre, à s'accepter et à cheminer ensemble. Madame Domingo, moi, vos conseils aux téléspectateurs et surtout à nos jeunes couples. Tout ce que je vais dire, la confiance d'abord, ça part de soi. Moi je dis, quand tu t'exclus, tu penses que c'est dans le comportement de l'autre que tu vas pouvoir tirer la confiance. Non. Essayons de travailler notre confiance en soi, à nous-mêmes. On essaie de faire l'auto-observation pour travailler sur nos émotions. Qu'est-ce que je peux accepter dans tel cas? Et quand je me fâche, quelles sont les attitudes que j'adopte? Parce que c'est dans ces petites choses que tu peux... Des fois, on projette nos faiblesses, nos inquiétudes sur l'autre. Donc, il faudrait quand même qu'on travaille sur notre confiance en soi, qui est un soubassement et qui te permet même de vivre cette vie d'amour. Parce que toi-même, debout, tu es amour. Étant à l'image de Dieu et à sa ressemblance, et que ce Dieu est amour et que te donne toutes les habilités pour que tu puisses bien vivre en tant que chrétienne, je crois qu'on ne manque pas de ressources pour travailler sur notre confiance en soi, qui va nous permettre plus tard dans le couple ou même dans les relations, là où nous vivons, de pouvoir réellement dire l'autre n'est pas complet, quoi. C'est qu'il a ses faiblesses et accepter ses faiblesses. Alors, quel peut être votre mot de fin, monsieur Ahwangonou? Coach, votre mot de fin après cette belle émission? Accepter de vivre ensemble, c'est quand même accepter que l'autre n'est pas comme nous. C'est très important. Accepter de vivre ensemble, c'est accepter que l'autre n'est pas comme nous. Mais quand bien même qu'il n'est pas comme nous, nous devons entendre sur un certain nombre de normes à respecter. Donc j'invite chaque couple à se soumettre à ces valeurs. Quelles sont les valeurs que nous avons décidées? Peut-être chaque année. Moi j'ai parlé du programme d'action familiale. Cette année, voilà sur ce qu'on s'entend. Nous allons développer cette valeur pour vivre ensemble. Chaque année, faisons le point et développons les valeurs dont nous avons besoin
pour vivre dans la joie, pour éduquer nos enfants dans la joie et pour atteindre nos objectifs et vivre dans la joie. Madame Domingo, quel est votre mot de fin? C'est essayer de créer en soi une paix et l'acceptation de l'autre dans sa différence. Alors, vivre en couple est un long fleuve, mais un long fleuve qui n'est pas toujours tranquille. Tous les couples sont toujours confrontés à des difficultés, mais malgré ces difficultés, l'amour, comme nous le dit Saint Paul, excuse tout, l'amour comprend, l'amour accepte, l'amour fait confiance et l'amour espère tout. Merci de nous avoir suivis. Dieu dans nos familles, pilier de notre foi. Dieu dans ma famille, nous te prierons toujours d'une seule voix. Viens Seigneur, viens dans nos familles, éduquons nos enfants dans sa loi. Même